Vous êtes sur France 24 et bienvenue. C'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Place d'abord au titre. Gabès de nouveau en colère. Ils étaient encore plus nombreux cette fois à manifester dans le sud tunisien pour réclamer le démantèlement d'une usine polluante. Commerces et bureaux étaient également fermés par une grève générale qui a paralysé la ville. La Côte d'Ivoire, terre d'asile, plus de 80 000 de leurs voisins burkinabés se sont réfugiés dans le nord pour fuir les violences des groupes armés dans leur pays. Un afflux massif qui pèse sur les populations locales. Tramadol, psychotrope contrefait, derrière ces pilules, des vies détruites, mais aussi des espoirs de réinsertion. Au Bénin, la consommation de ces médicaments détournés explose chez les jeunes, malgré la riposte des autorités. On ira dans un centre d'accueil pour toxicomanes. Les habitants étaient de retour dans les rues de Gabès, cette fois encore plus nombreux, pour réclamer la fermeture d'une usine d'engrais vieillissante, responsable de centaines de nouveaux cas d'intoxication. Les commerces étaient également fermés et une grève générale à laquelle les avocats ont également participé a paralysé la ville, située dans le sud tunisien. Les explications de Laurent Bersécher. Excédés par une situation qui dure depuis des décennies et par l'inaction de l'État face aux alertes répétées, les habitants de Gabès entament une grève générale et revendiquent leur droit à respirer. La grève d'aujourd'hui est un appel lancé par les habitants de la région. Ça fait des années que nous souffrons chaque jour de cette pollution. Surnommé l'ogre par les populations locales, l'immense complexe industriel du groupe chimique tunisien cristallise les tensions à Gabès depuis son inauguration en 1972. L'usine qui fabrique des engrais à base de phosphate rejette des gaz extrêmement polluants dans l'atmosphère et déverse ces résidus dans la mer, formant une mousse noire extrêmement toxique. Les habitants ont longtemps alerté sur ces problèmes de pollution et pensaient avoir obtenu gain de cause en 2017 lorsque l'État avait promis de démanteler le complexe. Mais depuis, la situation est restée au point mort. Ces dernières semaines, plus de 200 cas d'intoxication ont été recensés dans la ville, touchant notamment des enfants et poussant les habitants de Gabès à descendre dans les rues pour crier leur colère. Nous voulons que l'État, le gouvernement et les ministres concernés par ce dossier réagissent et que ce complexe soit démantelé. Les autorités tunisiennes ont annoncé lundi des mesures urgentes pour traiter les émissions d'acide sulfurique et d'ammoniac qui devraient être achevées dans les 6 prochains mois. Des annonces insuffisantes pour les habitants de Gabès qui continuent de réclamer le démantèlement du complexe industriel. Au Sénégal, la fièvre de la vallée du Rift, vous savez, c'est cette maladie virale qui contamine hommes et animaux. Elle est désormais présente dans 6 régions sur les 14 que compte le pays. Un premier cas a même été signalé dans la banlieue de Dakar au début de la semaine dernière. Depuis son apparition fin septembre, 21 personnes en sont mortes et plus de 250 personnes ont été contaminées. La particularité de cette fièvre de la vallée du Rift au Sénégal est sa létalité. Plus d'1 malade sur 10 meurt des suites de cette zoonose qui se transmet de l'animal à l'homme. Pourquoi ce taux de létalité élevé? Je vous propose d'écouter les explications du professeur Khardiata Diallo Mbaye, infectiologue au Centre des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann à Dakar. La létalité pour cette fois-ci, pour cette épidémie, est élevée. Mais en général, la fièvre de la vallée du Rift ne donne pas autant de cas de décès. Et la létalité est causée par le retard de diagnostic, le délai de consultation. C'est pas, les gens ne vont pas consulter directement. Peut-être qu'ils n'y pensent pas souvent. Donc, s'ils viennent dans un stade avancé, la prise en charge devient beaucoup plus sévère. Le Sénégal faisait face, il faudrait le rappeler, à une autre urgence sanitaire en plus de cette fièvre de la vallée du Rift. Il s'agit du Mpox. Il faudrait signaler que tous les cas de Mpox enregistrés sont guéris et se portent bien aujourd'hui. Et direction à présent le nord de la Côte d'Ivoire, où plus de 80 000 Burkinabés se sont réfugiés pour fuir les violences des groupes armés dans leur pays. Un afflux massif qui pèse sur les populations locales qui vivent dans l'une des régions les plus pauvres du pays. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Ils sont une cinquantaine de déplacés burkinabés hébergés chez cette famille. Abdoul Salam est arrivé il y a 2 mois après avoir fui l'attaque de son village par un groupe armé. Il vient, tire partout, il a tué les gens. Nous-mêmes, on a fui
Là-bas, rien comme ça. On n'a pas de bagages. Comme lui, 80 000 Burkinabés ont trouvé refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire. Si 12 000 d'entre eux sont accueillis dans des camps de transit administrés par les autorités ivoiriennes, la majorité vivent chez l'habitant. Amadou et ses frères ont hébergé plus d'une centaine de personnes ici depuis le début de la crise. Ces derniers temps, en termes de nourriture, c'est compliqué. Nous cultivons nous-mêmes pour nourrir notre famille ainsi que les réfugiés. Les personnes en plus, c'est une charge en plus et il n'y a personne pour nous soutenir. Des difficultés aggravées par la pression foncière, comme dans le village de Tantama, à 8 km de la frontière burkinabé. Ici, la population a doublé avec l'arrivée des réfugiés. La difficulté principale, c'est au niveau de l'agriculture, puisque les terres sont devenues insuffisantes. Les déplacés qui viennent, ils viennent avec beaucoup de bœufs, ce qui fait qu'il n'y a pas d'espace où les bœufs vont passer. C'est ce qui crée les dégâts de culture et ça crée le conflit aujourd'hui. Des conflits entre éleveurs et agriculteurs également attisés par le manque d'eau. La région est de plus en plus exposée à la sécheresse et de nombreux barrages prévus pour l'irrigation sont hors d'usage, faute d'entretien. Alors ici, l'OIM, l'Agence de l'ONU pour la migration, finance un projet agropastoral. Dans cet espace-là, ils vont faire un forage avec des canalisations pour permettre aux bœufs de pouvoir s'abreuver. On ne va pas qu'ils partent maintenant dans les champs, en allant chercher de l'eau, ils rentrent dans les champs. L'objectif, c'est pour qu'il y ait la cohésion au sein de tous ceux qui vivent dans cette communauté. Dans ce village, les populations autochtones ont aussi mis à disposition 3 hectares pour permettre aux déplacés de cultiver la terre avec eux. Et puis surtout, ne pas rater notre spécial sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ce jeudi. On passe à présent à la République démocratique du Congo. Kinshasa a décidé de miser sur le franc congolais pour réduire sa dépendance au dollar américain et stabiliser le pouvoir d'achat. La récente baisse du dollar face à la monnaie locale est en théorie une chance pour les consommateurs. Mais sur les marchés, les prix à la consommation restent élevés. Les précisions Aurélie Bazaraki-Bangoula. À Kinshasa, vous pouvez désormais échanger $1 américain contre 2000 francs congolais. Il y a peu, il fallait compter 2800 francs pour $1. Une appréciation rapide de la monnaie nationale qui a surpris ici à Kinshasa, car si le dollar chute face au franc, les prix des produits de première nécessité, eux, restent inchangés, voire augmentent. Dans les rues de la capitale, c'est l'incompréhension. Au marché des vêtements, par exemple, nous ne vendons plus $1, mais un franc congolais. Si tu vends avec des dollars, tu vas ajouter un complément en franc. Les vendeurs sont malins, ils ont enlevé les prix en dollars car sinon ils perdent de l'argent. Avant, je laissais $10 à la maison pour acheter de quoi manger, le petit déjeuner et le repas. Maintenant, $10 ne valent plus $10 sur le marché. Ça ne suffit plus pour manger. C'est vraiment difficile. Le dollar n'a pas encore baissé pour moi, je suis restauratrice. J'achète le carton de dindon au même prix qu'avant. Je mets mon plat du jour à 4000 francs comme avant, mais les clients me demandent de baisser ce tarif. Si je baisse, je ne pourrai même plus acheter mon carton de dindon et je vendrai mes plats à perte. Le mouvement national des consommateurs lésés dénonce une arnaque. L'association appelle les autorités à prendre des mesures d'accompagnement pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Lors du dernier conseil des ministres, le président Tshisekedi a demandé au gouvernement de renforcer la surveillance et la transparence dans les circuits d'approvisionnement et de distribution pour éviter les spéculations. Alors depuis 1998, le franc congolais est la monnaie officielle dans le pays. Mais pour favoriser la stabilité économique, le dollar peut être utilisé dans les transactions de la vie quotidienne. À présent, derrière les pilules de tramadol et les psychotropes contrefaits, il y a des vies brisées, mais aussi des histoires de résilience. Au Bénin, la consommation de médicaments détournés ne cesse de progresser, notamment chez les jeunes de 20 à 30 ans. Un phénomène inquiétant, malgré les campagnes de sensibilisation et la lutte engagée par les autorités contre ce trafic qui gagne du terrain. Notre équipe s'est rendue dans ce centre de santé spécialisé dans les maladies mentales. 10 jours après son admission dans ce centre de santé mentale, ce jeune homme reste prisonnier de son addiction. Un mélange de médicaments et de substances psychotropes. Ils sont très violents qui arrivent également là. Il faut vite passer et à gérer l'urgence d'abord qui les présente avant de voir comment aborder le côté addiction. Une spirale destructrice.
dont il est difficile de sortir. Fondée en 1986, l'association Sainte-Camille de l'Hélice est une référence dans la prise en charge des troubles mentaux. Adassa, son centre ouvert en 2023, accueille des jeunes de tout le pays. Ici, pas d'accès au téléphone et aux réseaux sociaux. Le traitement associe médicaments et accompagnement spirituel pour briser le cycle de la dépendance et retrouver équilibre et autonomie. Les centres Sainte-Camille, en plus de la prise en charge de la personne, il y a le côté spirituel qui est pris en compte dans leur suivi. Il y a aussi la réinsertion. Près de 200 jeunes ont été pris en charge ici depuis 2023. Cette année, les admissions ont augmenté de plus de 50%. Certains, aujourd'hui guéris, reviennent témoigner pour redonner espoir aux nouveaux venus. Vous devez savoir que depuis que je suis sorti ici, ça a été un bonheur pour moi de retrouver ma famille. Je partage mon expérience avec eux pour leur montrer quelle est l'importance de suivre un traitement pour la détox et de sortir de la drogue, parce que c'est un fléau qui ronge beaucoup la génération et qui est en train de nous tuer progressivement. En voyant quelqu'un comme ça, qui a fait déjà plusieurs mois par ici, ça me donne l'espoir. Un espoir que partage ce jeune de 21 ans, interné depuis quelques semaines. J'étais comme un cadavre vivant. Je raisonnais, mais je ne raisonnais pas comme quelqu'un de conscient. L'espoir renaît au fil des jours. Ici, les amis, comme on les appelle, apprennent à se reconstruire et surtout à croire de nouveau en une vie possible, loin des addictions. Et voilà un reportage d'Emmanuel Soudji et Raphaël Ntalé, correspondant à Cotonou, qui termine ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous, car l'actualité continue sur France 24.